Bonjour, hello. I will be able to answer questions in English, and I will mix English and French. My main message will be that at least, au moins 50% de la littérature scientifique publiée est fausse. Soyons clairs. Je vais essayer d'apporter quelques arguments. Et mon deuxième message, c'est que les chercheurs, ils sont honnêtes, mais on fait ce qu'on leur demande. Je ne suis pas en train de parler de gens qui sont malhonnêtes. So we'll talk about bias and beautification, which is the English word, okay? Comme on est en France, je dois déclarer obligatoirement mes liens d'intérêt. Actuellement, je suis consultant pour un certain nombre d'institutions et en rédaction scientifique. Je voudrais juste insister sur deux choses. Je suis très engagé sur un conseil scientifique à Genève d'un institut de recherche et d'action sur la fraude et le plagiat académique. On voit beaucoup de cas même français qui ne sortent pas sur le paysage. Et j'ai travaillé pour M. Mandon, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, puisque nous avons réussi à créer, il y a quelques semaines, un office français d'intégrité scientifique qui va commencer à être actif en fin d'année. Donc ça, c'est assez important. J'ai aucune prétention de vous reviewer la littérature sur ce sujet qui est ancienne, par ancienne je veux dire 20 ou 30 ans. Un article très cité de Ioannidis, pourquoi la plupart des recherches sont fausses. Il est de 2005, donc vous voyez, il a déjà 12 ans. Ça fait environ plus d'une trentaine d'années, et aux États-Unis, 1958, quand on a parlé aux États-Unis de Questionable Research Practices. Je suis assez engagé aussi sur une revue française qui s'appelle Science et pseudo-sciences grand public, où on a du mal à diffuser les messages, où je publie un certain nombre de choses. J'aurai trois idées. Le constat, quelle est la qualité de la littérature ? Je vous ai déjà dit au moins 50% fausse. Je voudrais me questionner sur comment on pourrait expliquer cette situation, pourquoi on en est arrivé là. Je prendrai de temps en temps des exemples pharmacologiques, mais j'en aurai que deux. La plupart de mes exemples seront non pharmacologiques. Donc, comment on en a expliqué cette idée ? Est-ce qu'on pourrait l'améliorer ? Là, je ne suis pas si sûr. On commence à parler des chercheurs parasites, et on commence à donner des prix aux parasites. Alors, le concept est là, et un des chercheurs parasites qui vient d'être primé s'appelle Turner. Alors là, c'est un exemple médicamenteux qui date de 2008 dans une revue qui s'appelle le New England, qui est très connue, cet article. Il a comparé pour la première fois les publications d'essais aux données de la Food and Drug Administration. Donc il a pris 12 médicaments, alors là ce sont des médicaments, et il a comparé les décisions de la FDA, la Food and Drug Administration, et ce qui était dans les journaux. Vous avez en haut les essais positifs pour la FDA, 36 alors positif, ça veut dire que ça marche, hein, d'accord ? C'est 36 des 37 essais positifs pour la FDA ont été publiés dans des revues. Vous avez au milieu les essais discutables, questionable. 6 ont été publiés sur 12. Et vous avez les essais négatifs de la FDA, dont je ne vois pas mes yeux d'ici, mais un certain nombre ont été publiés. Et les cases bleu foncé, c'est non publié. Et les cases claires, c'est publié. Et les cases moitié, là, c'est publié, mais en disant que c'est positif, alors que c'était négatif à la FDA. Donc c'est publié avec un message qui n'est pas celui de la FDA. Sa conclusion principale est la suivante.
Quand on lit la littérature, 94% des essais d'antidépresseurs montrent qu'ils sont efficaces. Quand on regarde les données à la FDA, c'est 51%. Donc ils montrent une différence entre la publication, ça marche, et les agences de régulation, ça ne marchait que dans 51% des cas. C'est un des papiers assez importants qui montre cette divergence entre la littérature et la vraie vie. Alors, je citerai que quelques données là-dessus. Sur 8 millions, vous voyez, ce sont des grands nombres, de résumés dans PubMed essentiellement. Quand on regarde les statistiques uniquement sur un critère principal, on s'aperçoit que dans 95% des cas, les articles sont statistiquement significatifs. Donc on peut aussi se poser la même question. Ce qui est publié, ça marche, dans 95% des cas. Est-ce que la vraie vie, c'est que tout marche dans 95% des cas? Donc on se rend compte que ce qui est positif et qui marche est en général publié plusieurs fois, et ce qui ne marche pas n'est en général jamais publié. C'est un petit peu embêtant. Quand on regarde les statistiques et comment elles sont réparties, les résultats des tests, alors là on est en psychologie, vous voyez, on n'est pas du tout en médicaments. Vous avez sur toutes mes slides les références, hein, d'accord? On prend 3200 valeurs de P qui sont dans tous les articles des 3 meilleures revues de psychologie américaines en 2008, et on regarde comment se répartissent ces 3200 valeurs de P. La barrière, la ligne verticale rouge, c'est 0,05, c'est-à-dire qu'à gauche de la ligne verticale rouge, ça marche. À droite de la ligne verticale rouge, ça ne marche pas. Alors, on n'est déjà pas étonné qu'il y en ait beaucoup plus à gauche qui marchent qu'il ne marche pas, ça, on le sait, il y a beaucoup de raisons. Mais ce qui est un petit peu surprenant dans cette courbe, c'est qu'il y a une grosse cassure à 0,05 qui fait avoir l'hypothèse, est-ce que des gens qui observent 0,056, ça ne marche pas, n'ont-ils pas arrondi à 0,05 inférieur, ça marche? Donc il semble qu'à cette petite limite, il se passe un certain nombre de choses. On m'a demandé de parler de biais de publication. Il y en a tellement que je ne peux pas parler des biais de publication, tellement il y en a. J'ai pris que quelques exemples que je vais essayer de détailler. Je parlerai parfois de biais d'opportunité ou de convenance sociale, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure que ce sont des chercheurs honnêtes qui dérivent, c'est la culture en général, c'est le système, plus que l'homme. On lui demande puisque quand le P devient significatif, qu'on a changé le test, personne ne dit rien, tout le monde est d'accord, jusqu'aux institutions. Donc il ne s'agit pas de se poser des questions. Alors les biais d'opportunité, je ne voudrais pas vous les citer, on a déjà un petit peu parlé. Là, vous voyez, c'est dans les revues de psychologie, j'ai pris des exemples non pharmacologiques, hein, d'accord? Mais là, je limitais. Hein. Le chercheur, il fait beaucoup d'analyses avant de choisir celle qu'il va mettre dans l'article. Hein, on choisit ce qu'on va dire dans l'article, on ne dit pas tout. Il mesure des choses en plusieurs temps. Et à un temps ça marche, à un temps ça ne marche pas. Donc il va publier le temps où ça marche. Il fait une étude, puis ça ne marche pas sur la population totale. Vous savez, il a mis 3000 malades, hein, d'accord ? Puis il va vous publier une étude où ça marche sur un sous-groupe. Hein. Finalement, il a fini par comparer les hommes noirs aux femmes blanches, et là, il y a une différence, et il était parti pour comparer ça. Et il vous l'explique que ça marche bien comme ça, alors qu'il voulait voir ça sur la population totale. En biochimie, notamment, il y a un truc qui s'appelle le one-shot, qui, dans certains labos, est très, très, très répandu. Le one-shot, c'est quand vous faites une manip qui marche, c'est interdit de la refaire. Quand vous faites une manip qui ne marche pas, vous devez la répéter 10 ou 15 fois. Vous comprenez, là, on est clair ? J'arrête sur les exemples. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous détailler une diapo qui vous fait peur. Et on va prendre un tout petit peu de temps pour vous montrer comment les concepts évoluent
Et je crois qu'il n'y a peut-être qu'un seul travail de ce type. Alors c'est gênant, mais parce qu'on ne sait pas si on peut généraliser. Chaque rond est un article. Au total, dans l'étude, il y avait 242 articles. C'est un modèle qui a été étudié au départ, où on met une protéine, la bêta-amyloïde, peu importe, in vitro au laboratoire, sur des cellules musculaires, et on se pose la question, est-ce qu'en mettant cette protéine sur une cellule musculaire, ça a des effets délétères, notamment l'inflammation? Là, je suis au laboratoire, mais chez l'animal et chez l'homme, ça devient ce qu'on appelle des myosites inflammatoires. Vous avez à gauche l'échelle de temps. En bas, c'est 1992, et en haut, c'est 2007. Je vous répète donc que chaque rond est un article. Vous avez à gauche, en bas, 6 ronds blancs, suivis de 5 ronds, dont 4 jaunes. Ce sont 11 articles dans les années 92-95 qui existent, qui ont été des articles de laboratoire pour proposer cette hypothèse. Et il y a eu 11 publications évoquant le fait que la protéine bêta-amyloïde mise sur un modèle cellulaire de muscle avait des effets délétères. Ensuite, en vert, vous avez ce qui s'appelle les review papers, les analyses de littérature. Ensuite, en bleu, et je vous expliquerai ce que sont les jaunes. Ensuite, en bleu, vous avez des modèles animaux essentiellement, d'autres expérimentations animales. Et ensuite, le gros paquet sont des recherches originales ou d'autres choses. Donc voilà comment se répartissent ces articles. Chaque trait veut dire que cet article référence et fait citation à celui vers lequel est dirigée la flèche. Donc on constate qu'au cours du temps, 94% des situations ont concerné les 5 articles en bas à gauche, jaune-blanc, qui sont positifs et qui disent la protéine entraîne de l'inflammation, et 6% des situations ont concerné les 6 articles qui disaient ça ne marche pas. Donc, il est probable que quand on fait un travail scientifique, on a tendance à citer ce qui nous arrange et à citer ce qui marche pour dire que ça marche. Cerise sur le gâteau, certains sont en jaune. Parce que ces articles ont été relus, réanalysés avec des grilles, et quand on met jaune, on les qualifie d'autoritaires, ce qui veut dire que les jaunes, on ne peut pas conclure ce qu'il y a dans la conclusion ou le résumé en relisant l'article et les résultats. Donc ils sont excessifs et trompeurs. Donc vous voyez que ceux qui sont supportifs, positifs, 4 jaunes, 1 blanc, les jaunes sont trompeurs. Donc vous avez pendant 20 ans des théories qui partent et qui sont disséminées, alors que jamais on n'a voulu vérifier ce qui, à la base, étaient les premiers concepts. Est-ce que c'est à peu près clair? Certains supposent que c'est généralisable, qu'on aurait tendance à citer. Il y a beaucoup d'études là-dessus, et quand on prend le même concept et qu'on prend en rouge les demandes de bourse, les grants aux États-Unis, c'est américain là. Donc on recherche de l'argent pour travailler sur le sujet, et quand on recherche de l'argent, bien sûr qu'on cite, même chose, ce qui marche pour dire j'ai besoin de travailler là-dessus. Ça, c'est déjà le problème de est-ce qu'on dérive dans les concepts et est-ce qu'on vérifie les hypothèses de départ. La deuxième chose, c'est quand on compare les publications, les articles, au protocole. Et là, je vais vous demander de remplir les points d'interrogation. Là, c'est une étude faite par une équipe américaine sur des essais randomisés de chirurgie. Ils ont pris de 2007 à 2012 327 essais de chirurgie publiés
dans les 10 meilleures revues par facteur d'impact de médecine et dans les 10 meilleures revues par facteur d'impact de chirurgie. Donc là, on est sur Lancet, New England, JAMA, Surgery, British Journal of Surgery. D'accord? On est dans les meilleures revues, hein, celles qui vous donnent la meilleure science. D'accord? On cherche les essais randomisés contrôlés de 2007 à 2012 et on en trouve 327. Et on fait quelque chose de simple puisque toutes ces revues disent dans les instructions aux auteurs « Nous ne publions que des essais dont le protocole est ouvert et disponible », on cherche les protocoles à la fois dans les articles en écrivant aux auteurs et aux revues. Alors, première chose, on n'en obtient que 152. C'est-à-dire que dans la moitié des cas, les auteurs et les équipes ne vous transmettent pas le protocole. Ça, c'est déjà une petite surprise. J'ai vu avec satisfaction que certains évoquaient qu'il faudrait peut-être, dans les études de comportement, avoir des registres de protocoles. Moi, ça me paraît tellement évident que c'est évident. Donc, quand on va dans le registre qu'on cherche, on déjà ne trouve pas tout. On en trouve 152 qu'on va comparer protocole, c'est-à-dire ce que voulaient faire les chercheurs, et ce qu'ils ont publié. Je n'ai pris que 3 des items. Il y en a beaucoup plus dans l'article. Article qui montre que plus de 50% des articles, il est à 49%, des articles ne correspondent pas à ce qu'on voulait faire. Vous voyez le critère principal de jugement du protocole, il n'était pas dans l'article. Méthodologiquement parlant, c'est quand même un peu embêtant. Hein, c'est-à-dire qu'on publie quelque chose qui n'est pas ce qu'on voulait faire. Le critère principal de jugement de l'article, c'est pas ce qu'on avait prévu de faire, et il n'était pas dans le protocole. Et puis on a varié le critère principal. Vous mettez quoi comme pourcentage là dans la colonne de droite? Je vous écoute. Qui peut me donner des chiffres? 5%? Combien? Yes, go ahead. Yes. Oh. How many do you think didn't include? Basically, we're talking about deviations between submitted trial protocols and what's actually published in the final article. So for the first, do you say 5, 10%, 20%, 50% more? 50%. There are more. So the conclusion of this paper that of this survey that 50% of the papers were misleading. Okay? C'est vieux. That was in 2007, 2017. Maybe today it's no more the same. Here you have pharmacological studies. That's randomized trials only. You have all the data online. So, vous prenez les essais randomisés et là, vous voyez, on est 2015 à 2016 dans les meilleures revues. On trouve dans cette période, dans ces 5 revues, 67 essais randomisés, contrôlés, publiés. Combien sont totalement conformes au protocole? Par conforme, c'est-à-dire qu'ils citent tous les critères de jugement, quitte à dire que celui-ci n'est pas analysé, ça c'est conforme. Et quand ils analysent des critères de jugement qui n'étaient pas dans le protocole, ce qui est acceptable et possible, un revieweur peut demander, hein, d'accord? Ils ne le feront pas silencieusement en faisant croire que c'est dans le protocole. Alors je vais juste vous demander le chiffre que vous mettez après 67. Combien étaient parfaits? How many were perfect? 30. 30, good. Wow. You have the links, the data, you can check every slide, okay? La revue Nature a enquêté sur 1600 chercheurs sur la question de la reproductibilité, qui n'est pas exactement la même. Hein. Est-ce que ce qui est publié est reproductible, hein, parce que d'autres choses. Alors, quand on enquête 1600 chercheurs, hein, 90% vous racontent que ce qui est publié, c'est pas reproductible. Avec des exemples, vous irez voir le papier. Donc, là, c'est de l'enquête, hein, il n'y a pas de preuve. Mais sur l'enquête, 90% vous disent que ce qui est publié n'est pas reproductible. C'est un petit peu embêtant. Il y a aussi beaucoup d'enquêtes, j'avais mis sur le premier papier,
Et là, il y a énormément de réponses. Quand vous demandez à des chercheurs, est-ce que vous avez fraudé dans votre carrière, 2% disent oui. Quand vous demandez à des chercheurs, est-ce que vos collègues ont fraudé, 14% citent des exemples. Donc là, il y a déjà une différence. Quand on leur demande, est-ce que vous avez eu des questionable research practices, est-ce que vous avez bricolé un peu des choses, 50% disent oui. Et quand on leur demande, est-ce que vos confrères ont bricolé des choses, c'est 75 à 80%. Vous voyez, c'est cohérent, hein? Je passerai vite sur les études animales, parce que si vous voulez, ce qui est réconfortant, c'est que quels que soient les domaines, il y a des données, que ce soit la psychologie, les études animales. Il y a des hypothèses, je passe là-dessus, qui montrent que peut-être aux États-Unis, sur les 56 milliards consacrés à la recherche animale, 28 milliards sont non reproductibles et peut-être gaspillés. En Angleterre, il y a eu un workshop d'un jour et demi avec 80 chercheurs, top chercheurs, sur ces questions de reproductibilité. C'était un workshop assez fermé, ils ne devaient pas parler, ils ont signé des papiers, on ne doit pas tout raconter. Et parmi les membres de ce comité, il y avait Richard Horton. Richard Horton, c'est le rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle le Lancet. Et en sortant, il a fait un éditorial d'une page, dont je vous ai juste traduit en français 2 paragraphes. Donc Lancet, dans les meilleures revues, conclusion d'un rapport de 80 personnes. La mise en accusation de la science est simple. Une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, peut être tout simplement fausse. Gangrénée avec des études de petits échantillons, des effets minuscules, des analyses exploratoires invalides, des conflits d'intérêts évidents, tout cela avec une obsession de poursuivre les tendances à la mode d'importance douteuse. La science a pris un virage vers l'obscurantisme. Comme l'a dit un participant, des méthodes nulles donnent des résultats. L'endémicité apparente du mauvais comportement en recherche est alarmante. Dans leur quête pour raconter une histoire convaincante, les scientifiques sculptent trop souvent leurs données en fonction de leur vision préférée du monde, où ils écrivent des hypothèses pour répondre à leurs données. Les rédacteurs de revues méritent leur juste part de critique. Nous aidons, encourageons les pires comportements. Notre acquiescement aux facteurs d'impact engendre une concurrence malsaine pour avoir une place dans un petit nombre de revues. Notre amour de l'innovation pollue la littérature avec beaucoup de contes de fées statistiques. Les revues ne sont pas les seuls mécréants. Les universités sont dans une lutte perpétuelle pour l'argent et le talent, paramètres qui favorisent les évolutions réductrices, comme la publication dans les revues avec facteurs d'impact. Les procédures d'évaluation incitent les mauvaises pratiques. Les chercheurs eux-mêmes, y compris leurs plus hauts dirigeants, font peu pour changer une culture de recherche qui occasionnellement frôle les mauvaises conduites. Avec Pierre Corvol au Collège de France, on a essayé de modéliser ça pour le secrétariat d'enseignement à la recherche, pour M. Mandon, pour expliquer qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont pas les connaissances méthodologiques pour publier parce que les jeunes sont moins encadrés qu'il y a 40 ans, donc ils font des erreurs tout à fait honnêtes. Vous avez à droite des gens qui fraudent, très 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 rares, qui inventent des données rares, mais très médiatisées. Je mets à part le plagiat qui est très fréquent dans certaines disciplines, plus de 50% des articles en sciences sociales ont du plagiat en France. Et au milieu, vous avez ce qui s'appelle les pratiques qu'on appelait discutables en recherche, terme qui a été évoqué en 1958, mis dans des rapports américains fortement dans les années 90, et le mois dernier, les académies nationales américaines ont fait un rapport Fostering Research Integrity, et ils proposent de les appeler plutôt préjudiciables. Et là, c'est tous des comportements que j'ai vus et la limite que j'ai citée. Je serai plus bref sur les 2 autres points. Comment expliquer la situation ? Tout le monde sait qu'il y a une pression sur les chercheurs. Je vous ai pris juste 2 chiffres qui sont dans ce rapport qui vient de sortir. Aux États-Unis, les postes sur 30 ans de chercheurs ont augmenté de 30%. Donc les débouchés, les jobs ont augmenté de 30%. Les gens qu'on a formés, des PhD pour ces postes, dans le même temps, ils ont augmenté de 90%. Et en même temps, les publications, et là c'est dans le monde,
ont augmenté de 350% sur à peu près la même période. Cherchez l'erreur. Je suis allé chercher une donnée française du CNRS. Pour le premier job au CNRS en 2005, un CV avec 12 publications, en 2013, 22. Donc les chercheurs, on leur demande de publier, ben ils publient. Hein. Et je pense que les revues scientifiques ont été prises en otage par le système. On aime bien nos vieilles revues de sociétés savantes créées fin du XVIIe siècle, avec des missions qui étaient claires, évaluer la science, la diffuser, prendre date. Et c'est le modèle historique des revues. Mais dans les années 70-80 est arrivé le facteur d'impact, qui a été créé pour comparer la notoriété des revues et non pas la qualité de la recherche. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la recherche, le facteur d'impact. Mais les institutions, universités se sont dit, on va prendre ce truc pour allouer les ressources et pour évaluer les chercheurs. Donc les chercheurs honnêtes, et je leur dis bien honnêtes, on leur a demandé de faire du volume et de citer. Ben, ils ont fait ce qu'on leur demandait. Ça existe de partout, et quand vous allez dans le management, où on appelle ça l'effet chrysalide, hein, où on torture les données, vous avez beaucoup d'études de sociologues qui montrent que c'est la dérive de gens honnêtes. Je fais bien, et j'en ai encore vu là, une hollandaise là, il y a peu de temps, je fais bien mon boulot, ça fait 2 ans que je travaille, mes manips ne marchent pas, donc j'arrive pas à les publier parce que quand je les envoie à des journaux, on me dit que c'est pas bon. D'ailleurs, je sais a posteriori que ceux qui ont relu et reviewé mon article étaient certainement des gens qui ont publié des choses dont ils ne sont pas sûrs, mais ils ne veulent pas qu'on les mette en cause. Il y a des cas démontrés là-dessus, vous irez voir dans Bohème. Hein. Donc finalement, je n'ai pas d'avancement de carrière. Ça commence à me mettre mal à l'aise dans la société civile, parce qu'on me demande, tiens, pourquoi tu es toujours en bas de l'échelle? Je m'aperçois qu'en changeant un test statistique, finalement, c'est accepté. Donc petit à petit, c'est une culture où je peux bouger et je vois que ça marche. Il y a beaucoup d'études de sociologues là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Alors les revues ont des façons de répondre pour corriger la littérature. Soit on peut publier corrections, soit des expressions de réserve, soit ce qui s'appelle des rétractations. La rétractation, c'est quand on retire un article de la littérature en l'invalidant. Phénomène très nouveau, parce qu'il y a 15-20 ans, ça n'existait pratiquement pas. Enfin, nouveau. On a retiré en 2016 de la littérature 650 articles. La moitié pour erreur honnête, la moitié pour bricolage. Je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup quand je vous explique qu'on en a publié 2 500 000 dans la même année. Je vous ai juste pris un exemple de quelqu'un qui publie sur les manipulations de la main dans tous les sens et qui, 25 fois dans son article, il dit que tout ça c'est dû au créateur. Il liste le créateur. Alors là, ça fait des grosses controverses. Est-ce qu'il a raison, pas raison? C'est des choses assez compliquées à décider. Faut-il rétracter un article et le retirer de la littérature? Parce que ces auteurs disent on ne comprend pas les phénomènes et c'est le créateur. Vous jugerez. En psychologie, un article a fait beaucoup de bruit. Et en haut à gauche, en sciences sociales, vous avez un centre à Philadelphie, à Charlottesville, à côté de Washington, qui ne fait que de la reproduction d'études. Brian Nosek, qui le dirige, a d'ailleurs été élu par le journal Le Monde en France comme un des 10 meilleurs chercheurs en 2016, si vous allez voir dans Le Monde, il dirige ça. La première question, plutôt de continuer à faire des recherches, il faudrait peut-être analyser ce qui existe, le réanalyser et refaire ce qui est publié. Quand ils prennent 100 manipulations de sciences sociales et de psychologie publiées et qu'ils les font refaire par des équipes différentes, en accord avec l'équipe qui a publié, c'est-à-dire en contact, hein, c'est pas dans le dos, tout est clair. On veut refaire la même chose ailleurs, sur 100 articles publiés de psychologie, ils en reproduisent 39 à l'identique, et quand ils les reproduisent à l'identique, le pouvoir statistique est baissé de moitié. Donc il faudrait ouvrir, avoir plus d'intégrité, de reproductibilité, et il y a un certain nombre de mouvements qui vont pour ça. Ça s'appelle la science lente, moins de recherche, plus de temps, mieux financé.
Et ça s'appelle la Déclaration de l'évaluation de la recherche de San Francisco, qui dit « Arrêtons ces indicateurs comme le facteur d'impact qui poussent les chercheurs à faire du volume, des citations et qui ne leur demandent pas de faire de la qualité, avec des directives pour les chercheurs, des directives pour les financeurs, pour les agences de régulation, pour les rédacteurs de journaux et pour ceux qui font les métriques. C'est-à-dire que si tout ne bouge pas, on ne s'en sortira pas. Et si on continue à dire, comme on le fait partiellement en France, avec ce qu'on vient de faire, et c'est une bonne chose, créer l'Office français de l'intégrité, mais je suis parfois en désaccord avec un certain nombre de personnes, parce qu'on dit, maintenant qu'on a un office de recherche, machin, il n'y a plus qu'à former les jeunes, et il n'y aura plus de problème. Donc c'est souvent ce que vous entendrez dire. Hein, on va former les jeunes, et ça va aller. Je ne suis pas d'accord du tout, c'est un problème de changement de culture. On a tout ce qu'il faut, on a des livres, on a des codes, on a tout ce qu'il faut pour nous expliquer comment il faut faire la recherche. D'accord ? Et c'est évident qu'il faut être responsable, il faut être honnête, il faut être intègre. Tout existe, il y en a des volumes. Mais tout le monde ferme les yeux, et comme disait Richard Horton, ce qui est bien, c'est qu'on commence à en parler. Il y a Richard Horton qui concluait son éditorial dans le Lancet. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en parler. Ce qui est bien, c'est que beaucoup de gens commencent à en être conscients. Le problème, c'est que tout le monde attend qu'un autre bouge. Je vous remercie. J'ai un blog sur lequel je mets tous les jours des nouvelles de ce type. Et vous voyez, il y a 2 jours, j'ai encore mis quelque chose là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup.